La saison des examens, c'est invariablement synonyme de nuit blanche, de tasses de café qui s'empilent sur un bureau complètement chaotique et d'un stress viscéral. Mais, et si le secret de la réussite, c'était pas de travailler plus, mais plutôt de travailler comme un véritable ingénieur de la performance? Ouais, l'idée c'est d'en finir avec ces 10 heures passées à fixer un manuel de 600 pages avec les yeux rougis. Surtout quand on a cette impression terrifiante de ne rien retenir à la fin, quoi. C'est clair. Préparer un examen majeur à la dernière minute, c'est un peu comme essayer de faire sa valise alors que le taxi klaxonne déjà en bas de l'immeuble. C'est une excellente image. On ne peut matériellement pas emporter toute la maison. Ben non, il faut choisir ce qui sauve la vie. Et c'est exactement le point de départ de notre plongée d'aujourd'hui. On s'attaque à une montagne d'informations, des études pointues en sciences cognitives, des analyses sur les récentes réformes éducatives et des décennies de recherches sur la psychologie de l'apprentissage. Avec une mission très claire pour notre exploration. Extraire une vraie méthode de survie, un protocole d'urgence pour, en fait, pirater la courbe d'apprentissage. L'objectif, c'est la rentabilité cognitive absolue. Surtout que le contexte actuel rend cette approche indispensable, non, Eve? Le système a tellement changé. Ah, mais totalement. Le baccalauréat moderne, par exemple, a radicalement muté. Avec une énorme portion de la note finale basée sur le contrôle continu, les épreuves qui restent, comme les spécialités, la philosophie ou le grand oral, exigent une approche hyper stratégique. On ne peut plus réviser comme il y a 10 ans, en fait. Exactement. Le piège absolu, c'est la méthode par défaut qu'on utilise depuis des générations, la fameuse relecture passive. Tu sais, quand on surligne des pailles entières avec un marqueur fluo. Ah oui, en espérant que l'information pénètre dans le cortex par une sorte d'osmose magique. C'est ce qu'on appelle l'illusion de compétence, c'est ça? C'est exactement ça. On lit un paragraphe, le cerveau le reconnaît, ça déclenche une petite décharge de dopamine et on se dit super, je maîtrise. Sauf que face à la feuille blanche de l'examen, bam, c'est le trou noir. Voilà. Le cerveau reconnaissait l'information sur le papier, mais il n'avait construit aucun chemin pour aller la récupérer de manière autonome. Du coup, les études montrent qu'il faut inverser le processus avec l'active recall, le rappel actif. C'est le cœur du réacteur, oui. Au lieu d'essayer de faire entrer l'information, on s'entraîne à la faire sortir. C'est un peu comme se retrouver face à une jungle hyper dense en fait. Lire son cours, c'est comme survoler la jungle en hélicoptère. On voit le chemin, on se dit que ça a l'air facile. Mais l'active recall, c'est descendre au sol avec une machette pour tailler sa propre piste. Ouais, la première fois, c'est lent, douloureux, on transpire, mais on crée un sentier permanent. Cette analogie de la machette illustre parfaitement la réalité neurobiologique de l'apprentissage. La mémorisation durable, elle naît de la friction. De la difficulté en fait. C'est ça. Plus le cerveau éprouve de la difficulté à retrouver une information, plus il va renforcer la synapse. Tu sais, la connexion neuronale associée à ce souvenir. Le but pour lui, c'est de s'assurer que l'effort sera moindre la prochaine fois. Ah, et pour appliquer ce principe sous une pression de temps extrême, la recherche met en avant une technique assez radicale qu'on appelle le blurting. Le blurting ou restitution libre, oui, la mécanique est d'une brutalité totalement assumée. Comment ça marche concrètement? Tu lis une notion complexe pendant quelques minutes, tu fermes brusquement le manuel, et là tu écris frénétiquement tout ce qui te revient en mémoire sur une page complètement blanche. Sans vérifier, sans aucun filet de sécurité quoi. Zéro filet. Et c'est à ce moment-là que le diagnostic opère. En rouvrant le manuel pour comparer, tes lacunes t'apparaissent comme des signaux d'alarme. Ah, le choc visuel entre la belle page du cours et ton brouillon, ça doit casser direct l'illusion de compétence. Totalement. Ça force une évaluation chirurgicale en temps réel. Plutôt que de relire tout en chapitres, ce qui, franchement, dilue l'attention et gaspille de l'énergie cognitive, l'effort est redirigé exclusivement vers les zones qu'on n'a pas comprises. On répare uniquement ce qui est cassé. C'est super logique. Et dans cette logique de compréhension, il y a un outil conceptuel fascinant qui ressort de notre analyse, la fameuse méthode Feynman. Ah oui, nommée d'après le physicien Richard Feynman, prix Nobel. Elle postule un truc très simple. La véritable maîtrise d'un sujet passe par la simplicité de son explication. Ça se fait en 4 étapes, c'est ça. 1. Choisir le concept. 2. L'expliquer avec des mots de tous les jours, comme si on parlait à un enfant de 10 ans en bannissant tout jargon. C'est l'étape la plus dure, oui. Ensuite, 3. Identifier les moments où on bloque ou on devient confus. Et 4. Retourner aux sources pour simplifier encore. Mais là, attends, je dois faire une pause parce que j'ai un doute légitime. Si on prend la philosophie de Kant, avec l'impératif catégorique, ou des mécanismes macroéconomiques ultra complexes sur le PIB, Des sujets
Hyper dense, ouais. Voilà. Si on explique ça à un gamin de 10 ans, on évacue tout le vocabulaire technique. Est-ce qu'on risque pas de se retrouver avec une coquille vide? Le jour J, si la copie paraît infantile, le correcteur va sanctionner le manque de rigueur, non? C'est une excellente question. Mais le but de la méthode Feynman, c'est pas de rédiger sa copie d'examen avec des mots d'enfant. Ah, d'accord. C'est juste un entraînement? L'absence temporelle de jargon, c'est un échafaudage d'apprentissage. C'est pas le bâtiment final, tu vois. Mhm. Si tu comprends la mécanique profonde de Kant de manière intuitive, viscérale, la structure mentale est en place. Et après, on rajoute les mots compliqués. Exactement. Une fois cette fondation coulée, rajouter la couche de peinture technique, le vocabulaire du correcteur, ça devient un jeu d'enfant. C'est génial parce que celui qui a déconstruit l'idée ne paniquera jamais face à une question piège. Jamais, car il ne dépend plus du par cœur d'une définition qu'il comprend à moitié. Donc l'agilité mentale vient de la compréhension structurelle et pas de la répétition bête et méchante. C'est très puissant. On a donc la machette de l'active recall, le diagnostic du blurting et les fondations de Feynman. Un bel arsenal. Ouais, mais soyons pragmatiques, la théorie c'est beau, mais que se passe-t-il quand le chronomètre affiche 48 heures avant l'épreuve? Le luxe du temps a disparu là. C'est là qu'on entre dans ce que l'analyse appelle le protocole de survie des dernières 48 heures. Et ça s'appuie sur la loi de Pareto, la fameuse règle des 80-20. Appliquer Pareto à l'école, c'est d'admettre une réalité un peu dérangeante, non? Que toutes les informations ne se valent pas. C'est ça. 20% du cours va générer 80% des points. Donc l'étape 1 de ce plan J-2 impose une discipline militaire cruelle. Interdiction absolue d'aborder de nouveaux concepts. Waouh! Zéro nouveauté à 48 heures du but. Zéro. Biologiquement, ton hippocampe, qui est le centre de tri de la mémoire, n'a plus le temps de consolider de nouvelles architectures neuronales. Si tu tentes d'assimiler un chapitre inédit la veille, tu crées une surcharge cognitive qui va juste parasiter ce que tu sais déjà. Donc, on colmate les brèches du navire, on construit pas un nouveau pont. Tout à fait. L'énergie doit aller uniquement à la consolidation. Relire les plans, les mots-clés névralgiques. Ce qui nous amène à l'étape 2 de ce plan de survie, la réactivation ciblée. Le blurting redevient l'arme principale, mais pas sur toute l'année, j'imagine. Surtout pas. On sélectionne impitoyablement les 3 ou 4 thématiques qui ont la plus forte probabilité statistique de tomber et on concentre toute la puissance de feu du blurting dessus. D'accord. Et l'étape 3 bascule sur un terrain assez surprenant. La logistique pure. Oui, parce que la clarté de la pensée exige l'élimination du bruit de fond. Et ce bruit, c'est souvent des incertitudes matérielles. Genre, est-ce que ma calculatrice est bien en mode examen? Où est ma convoque? Est-ce que mon stylo marche? Voilà. Et le stress, c'est juste la réponse de ton organisme face à l'incertitude. Chaque petite zone d'ombre matérielle te pompe de la mémoire de travail. C'est l'équivalent de la mémoire vive, la RAM d'un ordi, quoi. C'est fou. Si le cerveau utilise 15% de sa RAM à s'inquiéter pour des piles, c'est 15% de puissance en moins pour résoudre une équation ou faire une disserte. Exactement. Séculiser son matériel la veille, c'est littéralement augmenter son QI disponible pour l'épreuve. L'organisation physique devient une extension de l'optimisation cognitive, c'est dingue. Et d'ailleurs, la gestion du temps dans ces 48 heures, elle obéit aussi à la fameuse loi de Carlson. Soon Carlson a démontré qu'un travail continu prend exponentiellement moins de temps qu'une tâche fractionnée par des interruptions. Le cerveau paye une énorme taxe de changement de contexte. Ah oui, la notification du téléphone. Si une notif brise ta concentration pendant un concept de maths, l'esprit peut mettre jusqu'à 20 minutes pour retrouver son immersion initiale. Donc le téléphone dans une autre pièce, mode avion obligatoire. C'est pas un conseil de daron moralisateur, hein, c'est une exigence neurologique. Carrément. Et ce niveau d'exigence biologique nous amène au point culminant de l'hygiène de vie stratégique, le sommeil. Parce que dans la culture étudiante, la nuit blanche, la veille du bac, c'est presque un rite de passage, un badge d'honneur, quoi. Sauf que les neurosciences démontrent que c'est un sabotage en règle. Le sommeil, c'est pas de l'inactivité. C'est le moment où le cerveau est le plus actif pour la mémorisation. C'est pendant le sommeil à ondes lentes que ça se passe, non? Oui, les infos stockées temporairement dans l'hippocampe sont transférées vers le néocortex pour être fixées de manière permanente. Réviser jusqu'à l'aube, c'est comme remplir un disque dur et arracher le câble avant la fin de la sauvegarde. C'est la pire idée possible. Alors, faisons une petite pause pour glisser que notre exploration se base sur l'analyse scientifique et des stratégies d'apprentissage, et que tout ceci n'est bien sûr pas un avis médical. Bien évidemment. Mais la biologie est formelle.
Un candidat reposé qui fait des cycles complets de sommeil paradoxal pour la créativité et profond pour la rétention sera capable de mobiliser des souvenirs enfouis. Alors qu'un cerveau épuisé sous caféine va juste tourner à vide. L'arrêt total des révisions à 23 heures la veille devrait être une règle absolue. Gravé dans le marbre. Bon, maintenant, comment on applique ce triage de l'information matière par matière, si on garde cette règle des 80-20? En maths ou en physique, le piège des dernières heures, c'est la lecture contemplative des théorèmes. C'est inutile. Ces matières récompensent la reconnaissance de schémas. Donc, il faut bouffer des annales, mais pas n'importe comment. Pousser à l'extrême, ça veut dire traquer les sujets des centres étrangers. Exactement. L'Amérique du Nord, l'Asie, la Polynésie passent souvent les épreuves avant la métropole. Analyser ces sujets, c'est pas avoir une boule de cristal, mais ça révèle l'ADN des thèmes choisis cette année-là. Et s'entraîner sur ces matrices, c'est le meilleur investissement en résultat. Sans oublier la vidéo pour débloquer. Si tu bloques sur une démo mathématique d'une annale, rester figé sur un manuel, ça tue la motivation. Le recours ciblé à des vidéos YouTube, par exemple, offre une résolution immédiate. On utilise la tech comme levier tactique, quoi. On voit très bien comment ça marche pour les maths. Mais face à des matières basées sur l'argumentation, comme la philo ou l'histoire, comment on fait? Le rendement maximal semble impossible quand on doit digérer des siècles de pensée en quelques mois. C'est sûr que l'erreur suicidaire, ce serait d'ouvrir un livre d'histoire ou de la philo aux pages 1 et de commencer à lire. Le naufrage est garanti. Alors c'est quoi l'alternative? La philo, ça s'articule autour d'une liste finie de notions majeures. La méthode à haut rendement, c'est de fabriquer un kit de survie modulaire pour chaque notion. Et ce kit contient quoi concrètement? Juste 3 éléments. 1. Une définition clinique et irréprochable des termes pour verrouiller le périmètre et éviter le hors-sujet. 2. La maîtrise de 2 thèses diamétralement opposées. Genre la confrontation entre la raison et le désir. Voilà. Et 3. L'assimilation d'une structure de plan dialectique universelle qui peut accueillir n'importe quelle problématique. Et pour construire ces kits super vite, l'outil technologique change encore la donne. On dépasse les simples vidéos pour rentrer dans l'ère de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage espacé. Ah oui, les algorithmes de répétition espacée, basés sur la courbe de l'oubli d'Ebbinghaus. C'est appliqué aux flashcards et c'est vertigineux de précision. Comment ça marche en fait? Mémoire. Quand tu apprends un truc, la courbe de l'oubli commence. Le logiciel calcule le déclin de cette trace et te fait réapparaître la flashcard à la milliseconde précise où ton cerveau est sur le point de l'oublier définitivement. C'est fou! Et c'est à cet instant précis de bascule que l'Active Recall crée l'ancrage le plus profond, donc l'étudiant ne décide même plus de ce qu'il révise. L'algorithme gère le planning à sa place. Exactement. Et avec l'arrivée des IA génératives, le temps perdu à fabriquer ces fiches a explosé. Tu scannes un brouillon chaotique et l'IA génère direct des questions, des concepts vulgarisés façon Feynman et alimente l'algorithme. Le temps n'est plus dépensé à préparer la révision, il est dédié à 100% à l'acte d'apprendre. On délègue l'organisation à la machine pour préserver la bande passante de notre cerveau. C'est l'aboutissement de l'ingénierie de la performance. Alors, en rassemblant toutes ces pièces, quelle est la conclusion de cette plongée? La réussite d'un examen, même sous une pression temporelle écrasante, ça n'a rien à voir avec un quelconque talent inné ou le nombre d'heures passées assis. Non, c'est une architecture implacable. Utiliser l'Active Recall, éliminer le jargon, avoir une gestion militaire de son environnement et de son sommeil dans les dernières 48 heures. Et appliquer cyniquement la règle de Pareto pour chasser les points là où ils sont. La victoire appartient à ceux qui maîtrisent l'art de trier l'information. Le système récompense l'agilité tactique bien plus que le savoir exhaustif, tu vois. Travailler intelligemment bat toujours le travail acharné mais aveugle. C'est tellement vrai. Et ça soulève une perspective beaucoup plus vaste, qui dépasse largement une salle de classe. Finalement, un examen, c'est juste un système artificiel avec ses propres règles. Absolument. Mais les méthodes qu'on vient de décortiquer, isoler l'information cruciale, déconstruire un concept abstrait, gérer sa charge mentale face à l'urgence, ce ne sont pas juste des techniques pour avoir une bonne note, ce sont les armes maîtresses du monde contemporain. C'est d'ailleurs pas un hasard si les entrepreneurs de la tech utilisent la méthode Feynman pour maîtriser de nouveaux secteurs en quelques semaines. Exactement. L'examen n'est pas un test de connaissances figées. C'est un bac à sable, un terrain d'entraînement à balles blanc pour tester notre propre capacité à apprendre vite. Dans un monde où le volume d'informations double chaque année, la compétence suprême, c'est plus ce qu'on sait. C'est la vitesse à laquelle on s'approprie ce qu'on ignore. L'examen de demain matin n'est que la première étape de cette maîtrise.